Le vent se déplaçait à travers les jardins arides du manoir de Thornfield, telle une élégie murmurée, emportant avec lui l'odeur des feuilles mourantes et de l'hiver approchant. Et dans la lumière déclinante de la fin de l'automne, le grand édifice de pierre se dressait contre le ciel assombri, tel un monument à la tristesse elle-même. Le manoir avait autrefois été le joyau du comté. Ses salles de bal vibrantes de musique et de rire, ses jardins regorgeant de roses qui semblaient fleurir au mépris du climat nordique, mais ces jours étaient passés dans la mémoire, ne laissant derrière eux que la coquille de la grandeur, des fenêtres qui regardaient fixement les landes, des couloirs qui résonnaient de vide, et des pièces drapées de housses de toile, comme des cadavres, attendant leur sépulture. Dans l'étreinte froide du manoir résidait son maître, Adrian Blackwood, 5e duc de Thornfield, un homme de 30 ans, dont le cœur s'était calcifié en quelque chose de plus dur et de plus inflexible que les murs de pierre qui l'entouraient. Les domestiques parlaient de lui à voix basse, le nommant le duc silencieux, car il se déplaçait dans sa demeure ancestrale comme un spectre, ses pas à peine audibles sur les sols de marbre, sa présence annoncée seulement par le froid qui semblait le suivre de pièce en pièce. Il était encore un bel homme, avec des cheveux sombres touchés d'un argent prématuré aux tempes et des yeux d'un gris si pâle qu'il paraissait presque incolore sous certaines lumières. Mais son visage portait les traits sévères de celui qui avait depuis longtemps oublié comment sourire. Et il y avait une distance dans son regard qui décourageait même les plus audacieux de tenter la conversation. En cette soirée particulière, il était assis dans son bureau, une pièce lambrissée de chêne sombre et garnie de volumes reliés en cuir que personne ne lisait jamais, le feu dans l'âtre brûlant faiblement malgré le froid envahissant, car Adrian Blackwood ne semblait remarquer ni la température, ni le confort, ni aucun des petits plaisirs qui rendaient la vie supportable. Devant lui, sur l'imposant bureau, se trouvait la correspondance de son intendant, des affaires requérant son attention, des décisions affectant des centaines de tenanciers et de domestiques, mais son esprit vagabondait des colonnes de chiffres bien ordonnées à la fenêtre striée de pluie et à l'obscurité au-delà. Il avait bâti cet isolement avec soin, brique par brique, mot par mot non prononcé, construisant autour de lui une forteresse que personne ne pouvait pénétrer, et il se disait que c'était nécessaire, cette terrible solitude, car l'alternative était la vulnérabilité, et la vulnérabilité ne menait qu'à la trahison, à l'humiliation et à une douleur si exquise qu'il ne pouvait supporter de la risquer à nouveau. La défunte duchesse Cassandra lui avait enseigné cette leçon avec une efficacité brutale, et il l'avait bien apprise, peut-être trop bien, car désormais il ne pouvait plus distinguer entre l'autoprotection et l'autodestruction, entre la sauvegarde de son cœur et son ensevelissement vivant. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. À 60 milles au sud, dans un manoir bien plus modeste que Thornfield, mais rempli de considérablement plus de chaleur, Eleanor Ashworth était assise à son pianoforte dans le salon du matin, ses doigts fins se déplaçant sur les touches d'ivoire, avec la grâce inconsciente d'une longue pratique, arrachant à l'instrument une mélodie à la fois mélancolique et pleine d'espoir, une pièce de Schubert que sa défunte mère avait aimée. Elle avait 22 ans, possédait une beauté douce qui se révélait lentement plutôt que de frapper l'œil immédiatement, de doux cheveux bruns qui captaient des reflets dorés au soleil, des yeux d'un noisette chaleureux qui reflétaient ses émotions avec une honnêteté transparente, et un visage qui portait la douceur de celle qui avait connu l'amour et croyait encore en sa possibilité, malgré l'épreuve s'accumulant contre une telle foi. La musique était le refuge et la passion d'Eleanor, le langage par lequel elle exprimait ce que les mots ne pouvaient capturer,
et elle avait nourri des rêves, insensés peut-être mais chéris néanmoins, d'un mariage bâti sur l'affection et le respect mutuel, d'un foyer rempli d'enfants et de rires, et des petites joies domestiques que ses parents avaient partagées avant la mort de sa mère 3 ans auparavant. Ses rêves gisaient maintenant en ruines à ses pieds, brisés par la voix tremblante de son père alors qu'il expliquait la situation ce matin même. Les investissements manqués, les dettes qui s'accumulaient, la menace de perdre leur maison et le peu qui restait de leur respectabilité, et la solution qui s'était présentée sous la forme d'une lettre des avocats du duc de Thornfield. Sir Robert Ashworth n'était pas un homme mauvais, simplement un homme faible, un baronnet qui n'avait jamais tout à fait maîtrisé l'art de gérer l'argent ou de faire face aux vérités désagréables, et alors qu'il se tenait devant sa fille dans son bureau, incapable de croiser son regard, expliquant que le duc cherchait une épouse de bonne naissance et était prêt à régler toutes leurs dettes en échange de sa main, Éléanore sentit son cœur se contracter d'une douleur à la fois vive et étrangement familière, comme si elle s'était préparée à ce moment toute sa vie. Elle connaissait le duc, bien sûr, car sa réputation s'était répandue dans tout le comté comme le givre sur une vitre, le duc silencieux qui avait perdu sa première femme à cause du scandale et de la consomption, qui s'était retiré au manoir de Thornfield et n'en sortait que pour les affaires les plus essentielles, qui était dit posséder une fortune aussi vaste que sa froideur était profonde. Son père parlait de devoirs, d'obligations familiales, de la sécurité qu'un tel mariage fournirait, mais Éléanore entendait sous ces mots le désespoir d'un homme en train de se noyer, s'agrippant à la seule corde à sa portée, même si cette corde était faite d'épines, et elle comprit avec une clarté terrible qu'elle n'avait pas le choix, pas vraiment, car refuser serait condamner son père à la prison pour dette et elle-même à un sort potentiellement bien pire qu'un mariage sans amour avec un duc. Elle laissa la musique s'éteindre, ses mains retombant immobiles sur les touches, et quand elle parla enfin, sa voix était ferme malgré les larmes qui brouillaient sa vision, acceptant l'arrangement avec la digne quiétude qui était sa grâce particulière, même si son cœur murmurait sa protestation contre un avenir s'étendant devant elle comme une route d'hiver, froide et sans fin, et dépourvue de la chaleur qu'elle avait tant désiré trouver. Le mariage eut lieu par un matin gris de décembre, alors que le ciel pesait, bas et lourd, sur l'ancienne chapelle de Thornfield, menaçant d'une neige qui ne tomba jamais tout à fait. Et Éléanore se tenait à l'autel dans une robe de soie ivoire qui avait appartenu à sa mère, se sentant comme si elle assistait à ses propres funérailles plutôt qu'à son mariage, car l'homme à ses côtés aurait aussi bien pu être sculpté dans le marbre pour toute la chaleur qu'il manifestait. Adrian Blackwood prononça ses vœux d'une voix dépourvue d'inflexion, ses yeux gris pâles fixés sur un point au-delà de l'autel plutôt que sur sa fiancée, et lorsque le moment vint de passer l'anneau à son doigt, son contact fut si bref et impersonnel que cela aurait pu être un étranger accomplissant un devoir déplaisant plutôt qu'un mari réclamant sa femme. La propre voix d'Éléanore trembla, tandis qu'elle répétait les paroles sacrées qui liaient sa vie à la sienne, et elle chercha désespérément sur son visage un signe de l'homme sous la glace, une lueur d'émotion ou de reconnaissance que ce moment avait une signification au-delà d'un contrat légal, mais elle ne trouva rien, seulement cette terrible vacuité qui semblait nier son existence même. Le petit déjeuner de noces qui suivit fut un exercice de formalité atroce, tenu dans la grande salle à manger de Thornfield, où les valets de pied se déplaçaient silencieusement entre la poignée d'invités, son père, pâle et nerveux, évitant son regard, l'avocat du duc, quelques parents éloignés venus par obligation plutôt que par affection, et l'absence palpable de joie ou de célébration qui aurait dû marquer une telle occasion. Adrian était assise en bout de table, répondant aux toasts de rigueur avec les plus brefs hochements de tête, ne mangeant rien, buvant encore moins,
toute son attitude irradiant une froideur qui semblait abaisser la température de la pièce elle-même, et lorsqu'Éléanore tenta de croiser son regard, espérant un moment privé de connexion, il détourna la tête comme si elle n'avait pas parlé, comme si elle était invisible. Le repas interminable prit fin, et alors que l'après-midi d'hiver se fondait dans le soir, Éléanore se retrouva conduite par la gouvernante, madame Brennan, à travers les vastes couloirs de Thornfield jusqu'aux appartements de la duchesse, des pièces qui avaient été hâtivement préparées pour son arrivée, et elle comprit par l'expression aimable mais pleine de pitié de la vieille femme que ce serait son domaine, séparé et distant des appartements du duc dans l'aile est. Le dîner lui fut apporté sur un plateau, car Adrian s'était immédiatement retiré dans son bureau après le départ des invités, n'offrant aucune explication, aucun adieu, pas même un regard dans sa direction, et Éléanore s'assit seule dans la chambre ornée qui était désormais la sienne, entourée de meubles qui avaient appartenu à la première duchesse, portant une chemise de nuit destinée à une nuit de noces qui n'aurait pas lieu, et se permit enfin de pleurer. Elle pleura ses rêves perdus, la solitude qui s'étendait devant elle comme un hiver sans fin, la réalisation qu'elle s'était vendue dans une prison plus isolante que ne pourraient l'être des murs de pierre. Mais alors que les larmes se tarissaient et que le feu baissait dans l'âtre, Éléanore sentit quelque chose durcir en elle, un noyau de résilience qu'elle ne se connaissait pas. Et elle fit le vœu silencieux qu'elle endurerait cela, qu'elle maintiendrait sa dignité, qu'elle trouverait un moyen de se faire une vie entre ces murs froids, même si cette vie ne ressemblait en rien à celle qu'elle avait imaginée, car elle était maintenant la duchesse de Thornfield, et elle ne laisserait pas la cruauté de cet homme la détruire complètement. Les jours qui suivirent le mariage s'installèrent dans un schéma d'isolement si profond qu'Éléanore se demandait parfois si elle n'était pas devenue un fantôme hantant les couloirs de Thornfield, visible seulement des domestiques qui lui faisaient nerveusement la révérence lorsqu'ils la croisaient, invisible à la seule personne dont elle désirait la reconnaissance malgré elle. Adrian maintenait son silence comme s'il s'agissait d'un vœu sacré, prenant ses repas dans son bureau ou à la bibliothèque, arrangeant son emploi du temps pour que leurs chemins se croisent le moins souvent possible, et lorsque le hasard les mettait face à face dans un couloir ou sur le grand escalier, il offrait le plus bref des hochements de tête avant de se détourner, son expression aussi impénétrable que les anciens murs de pierre du manoir. Éléanore essaya, durant ces premières semaines, de combler la distance entre eux, tentant la conversation au petit déjeuner lorsqu'elle se levait assez tôt pour l'intercepter, commentant le temps ou le domaine ou toute autre chose qui pourrait susciter plus que des réponses monosyllabiques, mais ses efforts furent accueillis avec un tel rejet glacial qu'elle les abandonna bientôt, sa dignité refusant de la laisser mendier des bribes d'interaction humaine d'un homme qui semblait déterminé à nier son existence. Les domestiques se déplaçaient dans la maison avec une conscience inconfortable de la situation, les yeux baissés quand Éléanore apparaissait, leur chuchotement s'éteignant à son approche, et elle comprit qu'elle était devenue un objet de pitié, la jeune duchesse piégée dans un mariage qui n'en était guère un, liée à un homme qui la traitait avec moins de chaleur qu'il n'en montrait à son cheval ou à ses chiens. C'est au cours de l'une de ces errances solitaires à travers les pièces infinies de Thornfield, désespérée de trouver une occupation pour remplir les heures creuses, qu'Éléanore découvrit la salle de musique au 2e étage de l'aile sud. Une grande chambre avec de hautes fenêtres donnant sur les jardins dénudés par l'hiver et un magnifique pianoforte silencieux sous une couche de poussière. La pièce avait clairement été abandonnée depuis des années, des draps recouvrant les meubles, des toiles d'araignée tissées comme de la dentelle dans les coins, l'air empreint de cette odeur de renfermé, propre aux espaces longtemps oubliés. Mais Éléanore sentit quelque chose s'éveiller en elle à la vue de cet instrument, une étincelle d'espoir qu'elle pourrait récupérer une petite partie d'elle-même, même dans cette prison créée par son mari. Elle passa l'après-midi à nettoyer la pièce elle-même, refusant l'aide des domestiques, ayant besoin du travail physique
pour occuper des mains qui brûlaient de frapper les touches du piano. Et quand elle s'assit enfin devant l'instrument et souleva le couvercle, ses doigts tremblants retrouvant les positions familières, le son qui en sortit était légèrement désaccordé, mais d'une beauté poignante, remplissant la pièce vide et les espaces encore plus vides de son cœur de quelque chose qui ressemblait à du réconfort. À partir de ce jour, Éléanore se retira dans la salle de musique chaque après-midi, jouant pendant des heures, se perdant dans Mozart, Beethoven et Bach, les compositeurs devenant ses seuls compagnons dans une maison qui ressemblait plus à un mausolée qu'à un foyer, et bien qu'elle ne le sût pas, ne pût le savoir, sa musique se propageait à travers les murs et les couloirs de Thornfield, atteignant des oreilles qui refusaient de reconnaître sa présence, mais ne pouvaient entièrement ignorer le son de sa solitude transformée en mélodie. La vie d'Éléanore à Thornfield s'installa dans un rythme né de la nécessité plutôt que du contentement. Ses journées structurées autour de routines qui donnaient forme au vide qu'était devenu son mariage, et chaque matin, elle se réveillait avant l'aube pour se promener seule dans les jardins couverts de givre, son souffle se condensant dans l'air hivernal, tandis qu'elle se déplaçait parmi les rosiers nus et passait devant la fontaine gelée, trouvant dans la solitude quelque chose qui ressemblait à la paix, ou du moins à l'absence de douleur active. Les après-midi appartenaient à la salle de musique. Ces heures précieuses où elle pouvait se perdre entièrement dans le langage de la mélodie et de l'harmonie, ses doigts dansant sur les touches du piano, avec une confiance croissante, alors que l'instrument devenait une extension de sa propre voix, disant tous les mots que son mari refusait d'entendre, et elle progressait des pièces simples de sa jeunesse à des compositions plus complexes qui exigeaient toute son attention, ne laissant aucune place à la solitude qui attendait aux lisières de sa conscience. Les dîners, elle les prenait seule dans la petite salle à manger attenante à ses appartements, la salle à manger formelle étant devenue un espace qu'elle évitait, sa grandeur ne faisant que souligner le vide de sa position, et elle lisait en mangeant, se perdant dans des romans qui promettaient des fins heureuses qu'elle ne croyait plus possibles pour elle-même, mais ce qu'Éléanore ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'est qu'Adrian la regardait depuis les fenêtres de son bureau, ses yeux suivant sa progression dans les jardins chaque matin, observant la droiture de sa colonne vertébrale et le placement délibéré de chaque pas, voyant dans ses promenades solitaires une dignité qui à la fois le faisait honte et le fascinait. Il se disait que sa vigilance n'était que le devoir de s'assurer de la sécurité de sa femme sur les sentiers verglacés, mais dans les heures les plus sombres de la nuit, lorsque le sommeil le fuyait, Adrian était forcé de faire face à la vérité. Il était attiré par elle malgré sa détermination à rester distant, que quelque chose dans sa force tranquille interpellait les parties de lui-même qu'il avait enfouies sous des années d'amertume et de rage. Les souvenirs venaient sans y être invités pendant ces heures d'éveil, des images de Cassandra qui avaient encore le pouvoir de le blesser, même après 3 ans dans sa tombe, sa première femme qui n'était que beauté dorée et charme étincelant lorsqu'ils s'étaient mariés, qui avait captivé la société londonienne par son esprit et sa grâce, et qui n'avait révélé sa vraie nature qu'une fois les vœux de mariage prononcés et sa position de duchesse assurée. Adrian pouvait encore entendre son rire moqueur résonner dans ces mêmes couloirs, voir encore le mépris dans ses yeux quand elle le regardait, sentir encore l'humiliation cuisante de la découverte de sa liaison avec son propre cousin, mené si effrontément que les domestiques le surent avant lui, et le pire moment, celui qui le hantait encore, avait été la nuit où il l'avait confrontée et où elle lui avait ri au nez, lui disant qu'elle l'avait épousé pour son titre et sa fortune, mais ne pourrait jamais aimer un homme si froid, si insensible, si fondamentalement indigne d'une affection véritable. Elle lui avait jeté ses tentatives de tendresse au visage comme des armes, se moquant de chaque mot vulnérable qu'il avait prononcé, de chaque geste d'amour qu'il avait offert, jusqu'à ce qu'il ait appris à ne plus rien ressentir du tout,
a enveloppé son cœur dans une glace si épaisse que personne ne pourrait plus jamais l'atteindre. Et quand Cassandra était morte dans un accident d'équitation, alors qu'elle se dépêchait de rencontrer son amant, Adrian n'avait ressenti qu'un soulagement sinistre que son humiliation puisse enfin prendre fin. Il s'était alors juré de ne jamais laisser une autre femme s'approcher assez pour le blesser, de ne plus jamais s'exposer à cette agonie particulière, et lorsque son avocat lui avait présenté l'arrangement avec Eleanor Ashworth, un mariage de convenance pour assurer un héritier et rien de plus, Adrian avait accepté avec la conviction qu'il se protégeait, que sa cruauté envers Eleanor était une légitime défense justifiée, que la garder à distance était le seul moyen de s'assurer qu'il ne connaîtrait plus jamais la douleur destructrice que Cassandra lui avait infligée. Mais en regardant Eleanor maintenant à travers la vitre givrée, la voyant s'arrêter près de la fontaine gelée pour lever les yeux vers le ciel gris avec une expression d'une tristesse si profonde qu'elle perçait même sa carapace soigneusement construite, Adrian sentit quelque chose bouger en lui, une fissure infime dans la glace qu'il avait érigée autour de son cœur, et il se détourna de la fenêtre avec des mains qui tremblaient légèrement, se disant que cela ne signifiait rien, que cela ne changeait rien, même s'il savait, avec une certitude qui le terrifiait, qu'Eleanor Ashworth n'était pas Cassandra, et que sa punition pour les péchés de sa première femme était une cruauté qui pourrait finalement les détruire tous les deux. Les mois passèrent avec la lente inévitabilité du givre hivernal rampant sur une vitre, et Eleanor sentit le poids de son isolement s'installer jusque dans ses os, se manifestant par le creux de ses joues et les ombres sous ses yeux, sa silhouette s'affinant malgré la richesse des cuisines de Thornfield, mais elle maintenait sa dignité avec une férocité qui la surprenait elle-même, gardant la tête haute lorsqu'elle se déplaçait dans les couloirs du manoir, refusant de laisser les domestiques voir à quel point leurs regards apitoyés la blessaient. Et ce fut Madame Brennan, la vieille gouvernante qui servait à Thornfield depuis 40 ans, qui devint l'allié inattendu d'Eleanor, la femme plus âgée, commençant à s'attarder lorsqu'elle apportait le thé d'Eleanor, faisant de petites observations sur le temps ou le domaine qui évoluèrent progressivement en conversations plus longues. Madame Brennan ne parla jamais directement de la froideur du duc, mais elle faisait des remarques prudentes sur son premier mariage, sur le fait que Cassandra était belle comme un tableau et tout aussi froide, sur la façon dont toute la maisonnée avait été témoin de la destruction systématique de la foi d'un homme bon en l'amour. Et Eleanor comprit que la gouvernante lui offrait un cadeau, le contexte qui pourrait l'aider à comprendre les murs que son mari avait construits, bien que la compréhension ne rendit pas la vie derrière ces murs plus facile à supporter. L'idée vint à Eleanor un soir, alors qu'elle dînait seule, l'absurdité de sa situation la frappant avec une force renouvelée, qu'elle et Adrian vivaient sous le même toit, portaient le même nom, étaient liés par la loi et l'Église l'un à l'autre, et pourtant menaient leur vie comme des étrangers pourraient le faire. Et elle réalisa que si elle n'agissait pas, si elle ne forçait pas une reconnaissance de leur existence partagée, des années pourraient passer dans cet état gelé. Ainsi, le lendemain matin, elle alla trouver Adrian dans son bureau, le cœur battant à tout rompre alors qu'elle frappait à la lourde porte de chêne, et quand sa voix bourrue lui intima d'entrer, elle le trouva derrière son bureau massif, des papiers étalés devant lui, son expression passant de la surprise à la méfiance devant son apparition inattendue. Eleanor garda sa voix ferme en formulant sa demande, expliquant que bien qu'elle comprît sa préférence pour l'intimité, il devait sûrement maintenir certaines apparences pour le bien du domaine et de leur position dans la société, et ne serait-il pas d'accord pour que dîner ensemble une fois par semaine soit approprié? Une petite concession à la bienséance qui calmerait les ragots des domestiques et présenterait un front uni au monde, au-delà des murs de Thornfield. Elle observa la guerre se dérouler sur ses traits, le désir de refuser luttant avec son sens inné du devoir et de l'apparence, jusqu'à ce que finalement
Après un silence si long qu'Éléanore crut qu'elle allait se briser sous la tension, Adrian fit un unique et rigide signe de tête approbateur. Leur premier dîner ensemble, le jeudi suivant, fut un exercice d'inconfort exquis. Éléanore, dans sa plus belle robe, à une extrémité de la longue table à manger. Adrian, en tenue de soirée formelle à l'autre, la distance entre eux à la fois physique et métaphorique, et ils mangèrent dans un silence absolu. Rompu seulement par le cliquetis de l'argenterie contre la porcelaine et les pas feutrés des domestiques qui servaient chaque plat avec une nervosité évidente. Mais Éléanore considéra cela comme une victoire néanmoins, cette reconnaissance forcée de son existence, cette petite brèche dans la forteresse de l'isolement d'Adrian, et lorsqu'elle se retira dans ses appartements ce soir-là, elle s'autorisa à croire que peut-être, avec patience et persévérance, elle pourrait encore trouver un moyen d'atteindre l'homme qui s'était lié à elle de nom, mais la refusait de toutes les autres manières, bien qu'elle ne pût savoir alors combien de dîners silencieux du jeudi passeraient avant que les murs entre eux ne commencent enfin à se fissurer. L'hiver s'abattit sur le manoir de Thornfield avec une finalité qui correspondait à la froideur du mariage d'Elenor, les terres se transformant en un paysage de silence blanc, où même les arbres nus semblaient retenir leur souffle contre le vent glacial, et c'est au cours de l'un de leurs dîners du jeudi, maintenant dans leur 3e mois de régularité maladroite, qu'Éléanore réalisa avec une certitude qui fit déferler en elle une vague de joie et d'effroi qu'elle était enceinte. Les signes étaient indubitables pour une femme qui avait aidé à soigner ses sœurs mariées pendant leur grossesse, et elle passa la semaine suivante dans un état d'animation suspendue, incertaine de la manière de partager cette nouvelle avec un mari qui reconnaissait à peine son existence, tout en sachant que le devoir exigeait qu'elle l'informe de l'héritier pour lequel il l'avait épousée. Lorsque le jeudi suivant arriva, Éléanore s'habilla avec un soin particulier, ses mains tremblant, alors que sa femme de chambre attachait les boutons de sa robe, et elle descendit à la salle à manger le cœur martelant contre ses côtes, prenant sa place habituelle à l'autre bout de la table et attendant que le premier plat ait été servi et que les valets de pied se soient retirés avant de parler. Sa voix était ferme malgré le chaos des émotions en elle, lorsqu'elle dit simplement, formellement, qu'elle avait une nouvelle importante à partager, que les médecins avaient confirmé qu'elle attendait un enfant, qu'un héritier pour Thornfield arriverait au début de l'été. Éléanore observa le visage d'Adrian alors que la compréhension se faisait jour, vit le choc qui traversa ses traits comme un éclair illuminant un ciel sombre, sa fourchette se figeant à mi-chemin de sa bouche et ses yeux gris s'écarquillant avant que son expression ne se referme une fois de plus, revenant au masque impassible qu'il portait comme une armure. Après un moment qui s'étira en éternité, il fit un unique et sec signe de tête, posa ses couverts avec une précision délibérée, se leva de sa chaise et quitta la salle à manger sans un mot, la porte se refermant derrière lui avec un léger déclic qui parut en quelque sorte plus final que s'il l'avait claqué. Éléanore resta seule à table, les plats intacts, refroidissant devant elle, et sentit les larmes qu'elle avait retenues déborder enfin, coulant silencieusement sur ses joues, tandis qu'elle posait une main sur son ventre encore plat. En cet instant, elle éprouva toute la complexité de sa situation, l'amour féroce et immédiat qu'elle ressentait pour la petite vie qui grandissait en elle, luttant contre le chagrin profond que cet enfant naîtrait dans une maison sans chaleur, qu'elle élèverait son fils ou sa fille, entourée de richesses et de privilèges, mais privée de la seule chose qu'Éléanore avait toujours cru essentielle, l'amour d'un père et le bonheur d'une mère entremêlés. Dans les jours qui suivirent, Éléanore se mit à parler à voix haute à l'enfant quand elle était seule, ses mains reposant sur son ventre, tandis qu'elle se promenait dans les jardins d'hiver ou s'asseyait dans la salle de musique, racontant à son bébé le monde qui l'attendait. La beauté des fleurs du printemps et du soleil d'été, la musique et les rires et toute la joie qu'elle trouverait, d'une manière ou d'une autre, impossiblement, à lui fournir,
malgré la froideur qui imprégnait les couloirs de Thornfield. C'est au cours de l'un de ces moments solitaires qu'Eleanor se mit à chanter, sa voix douce d'abord, hésitante, une berceuse que sa propre mère lui avait chantée dans son enfance, et elle trouva dans l'acte de chanter quelque chose que la prière n'avait pas réussi à lui apporter, un sentiment de connexion et de but, un moyen de déverser tout son amour frustré dans quelque chose qui comptait. À partir de ce jour, chanter pour son enfant à naître devint le refuge d'Eleanor, la seule chose pure dans un mariage qui ne lui avait rien donné d'autre. Alors que l'hiver s'intensifiait et que la grossesse d'Eleanor progressait de ses premiers mois à la preuve visible d'une nouvelle vie, elle se sentait de plus en plus attirée par la salle de musique, ce sanctuaire de bois poli et de toucher d'ivoire, où la lumière de l'après-midi filtrait à travers de hautes fenêtres et illuminait les grains de poussière qui dansaient dans l'air comme de minuscules esprits. C'est là qu'elle passait la plus grande partie de ses journées, ses doigts se déplaçant sur le pianoforte avec une confiance croissante, alors qu'elle réapprenait les morceaux qu'elle avait aimés dans sa jeunesse. Mais plus que de jouer, Eleanor chantait, sa voix se renforçant chaque semaine, alors qu'elle déversait en mélodie tout l'amour qu'elle ne pouvait exprimer d'aucune autre manière. Les berceuses s'écoulant de ses lèvres comme des prières offertes à la petite vie qui grandissait sous son cœur. Les chansons devinrent sa conversation avec l'enfant, sa façon de dire toutes les choses qu'elle désirait ardemment exprimer, des promesses de dévotion et de protection, l'assurance que bien que ce bébé naîtrait dans une maison froide, il ne manquerait jamais de la chaleur d'une mère, et Eleanor posait ses mains sur son ventre, qui s'arrondissait progressivement en chantant, sentant parfois le frémissement d'un mouvement que les médecins lui disaient n'être que son imagination si tôt dans sa grossesse, mais qu'elle choisissait de croire être la réponse de son bébé au son de sa voix, reconnaissant le lien entre eux qui n'avait besoin d'aucun mot pour être profond. Ce qu'Eleanor ne savait pas, ne pouvait soupçonner dans son isolement, c'est que sa voix avait trouvé un autre auditeur, qu'Adrian avait pris l'habitude de se trouver dans le couloir à l'extérieur de la salle de musique pendant les heures où elle chantait, attiré là par une compulsion qu'il ne pouvait ni expliquer ni résister, et il se tenait dans l'ombre, le dos contre le mur, les yeux fermés, laissant le son l'envahir comme une marée qui menaçait d'éroder les fortifications soigneusement bâties autour de son cœur. Et dans ces moments d'écoute volée, Adrian sentit quelque chose bouger en lui, un dangereux adoucissement, une fissure dans la glace qu'il désirait et craignait avec une égale intensité. La musique le hantait d'une manière qu'il n'avait pas anticipée, le suivant dans son bureau où il ne pouvait plus se concentrer sur les affaires du domaine. Dans sa chambre où le sommeil le fuyait et où il restait allongé à fixer le plafond tandis que la voix d'Eleanor résonnait dans sa mémoire. Et il se trouvait tourmenté par des images d'elle seule dans cette salle de musique, chantant pour leur enfant, avec une tendresse qu'il n'avait jamais connue, offrant à leur bébé tout ce qu'il lui avait refusé, l'amour, la chaleur et la promesse de bonheur, et le contraste entre la douce dévotion d'Eleanor et sa propre froideur cruelle commença à agir sur lui comme l'eau sur la pierre, lentement, inexorablement, usant sa conviction que l'isolement était la sécurité, que refuser de ressentir était la même chose que refuser d'être blessé. Adrian se disait que son intérêt était purement pratique, qu'un homme avait le droit de savoir que la mère de son héritier était en bonne santé et d'humeur stable, qu'écouter son chant était simplement un moyen de surveiller son état sans la gêne d'une enquête directe, mais il savait, dans les chambres les plus profondes de son cœur, où la vérité vivait encore malgré ses tentatives de l'enterrer, que c'étaient des mensonges qu'il se racontait pour justifier un comportement qui le terrifiait. Ce besoin d'entendre sa voix, cette obsession croissante pour la femme qu'il avait tant essayé d'ignorer, et alors que février cédait la place à mars, et que la silhouette d'Eleanor commençait à montrer les preuves claires de sa grossesse,
Adrian trouva ses veilles à l'extérieur de la salle de musique de plus en plus longues, sa bataille interne de plus en plus désespérée, déchirée entre la sécurité de son silence et l'attraction dangereuse et séduisante de la connexion qu'Eleanor offrait. Non pas à lui, mais à leur enfant, une connexion qu'il enviait et désirait partager, bien qu'il ne pût encore trouver le courage de sortir de l'ombre pour entrer dans la lumière. La tempête arriva un jeudi de fin mars, avec une férocité qui semblait correspondre au tumulte qui couvait entre les murs du manoir de Thornfield, le vent hurlant comme une bête blessée, en battant les vieilles pierres et en projetant des torrents de pluie glaciale contre les vitres. Et malgré la fureur du temps, Eleanor maintenait ses routines quotidiennes avec une détermination qui frisait l'entêtement, sa grossesse étant maintenant suffisamment visible pour qu'elle se déplace avec la délibération prudente d'une femme portant une cargaison précieuse, une main reposant souvent protectricement sur le gonflement de son ventre lorsqu'elle parcourait les couloirs du manoir. Adrian se surprenait à la regarder plus ouvertement maintenant, ne prenant plus la peine de se cacher dans les embrasures de porte ou derrière les rideaux, bien qu'elle ne semblât pas remarquer son observation, tant elle était absorbée par son propre monde de doux desseins, et en ce matin particulier de tempête, il fut témoin de quelque chose qui se logea dans sa poitrine comme une écharde se frayant un chemin vers son cœur. Eleanor descendait le grand escalier lorsque la jeune Mary, une femme de chambre d'à peine 16 ans, arriva en courant au coin du couloir avec une brassée de linge, trop vite, trop négligemment, et la collision inévitable envoya la jeune fille s'étaler. La vaisselle en porcelaine qui avait été en équilibre sur le linge, s'écrasant sur le sol de marbre dans une explosion de bruit qui résonna dans le hall d'entrée comme un coup de canon, et Adrian observa depuis le palier supérieur Mary se mettre à sangloter, son visage se crispant de terreur alors qu'elle se dépêchait de ramasser les morceaux brisés, s'attendant clairement à un renvoi ou pire, car la porcelaine cassée signifiait de l'argent perdu, et les erreurs à Thornfield n'avaient jamais été traitées avec miséricorde. Ce qui se passa ensuite coupa le souffle d'Adrian, car Eleanor, malgré son état, malgré le sol traître créé par les éclats dispersés, s'agenouilla avec précaution à côté de la jeune fille en pleurs, ses mouvements lents et maladroits avec le poids qu'elle portait, et elle posa une main douce sur l'épaule de Mary. Parlant d'une voix trop basse pour qu'Adrian entende les mots, mais assez clairs dans son ton de réconfort et de rassurance, et ensemble les deux femmes, duchesse et servante, ramassèrent les morceaux brisés, tandis qu'Eleanor continuait son flot de paroles apaisantes, parvenant même, à un moment donné, à arracher un sourire tremblant à la jeune fille. Adrian resta figé sur le palier, regardant Eleanor aider Mary à se relever, insister pour que la jeune fille ne s'inquiète pas pour la vaisselle, et la renvoyer avec une tape sur le bras et des mots qui étaient manifestement un pardon bienveillant. Et ce n'est qu'après que Mary se fut hâtée de partir qu'Eleanor se permit une petite grimace d'inconfort en pressant une main sur le bas de son dos, l'autre sur son ventre, se stabilisant avant de poursuivre son voyage interrompu en bas des escaliers. À ce moment-là, en observant la bonté tranquille de sa femme envers une servante qui avait toutes les raisons de craindre un châtiment, Adrian sentit quelque chose se briser en lui, une fissure s'ouvrant dans le désert glacé de son cœur, car il réalisa, avec une clarté stupéfiante, que la douceur d'Éléanore n'était pas de la faiblesse ou de la naïveté, mais plutôt une force qu'il n'avait jamais possédée, un courage de rester tendre dans un monde dur, d'offrir la grâce là où le jugement aurait été plus facile, et cette prise de conscience le força à affronter une vérité inconfortable. Dans sa détermination à se protéger de la douleur, il était devenu la chose même qu'il méprisait le plus. Froid et cruel, et infligeant des souffrances à quelqu'un qui n'en méritait aucune, et pour la première fois depuis que la trahison de Cassandra avait changé son cœur en pierre, Adrian ressentit la honte, chaude et acide, brûlant les justifications qu'il avait bâties
comme une forteresse autour de sa conscience. Cette nuit-là, le sommeil échappa entièrement à Adrian, et il se retrouva à arpenter les couloirs du manoir de Thornfield comme un esprit agité, ses pas résonnant contre les sols de marbre, tandis que l'horloge de grand-père dans le hall d'entrée sonnait minuit, puis 1 heure, puis 2, marquant les heures de son tourment avec une précision implacable. Peut-être était-ce l'épuisement, ou peut-être le poids croissant de la honte qui s'était installé sur sa poitrine depuis qu'il avait été témoin de la bonté d'Éléanore envers la jeune Mary, mais les pieds d'Adrian le portèrent malgré lui dans le couloir ouest vers la salle de musique, attiré par une force à laquelle il n'avait plus la force de résister. En approchant, il l'entendit, le son qui hantait ses rêves et ses heures d'éveil, la voix d'Éléanore s'élevant en chant, d'une beauté poignante dans le calme de la maison endormie. Il s'arrêta devant la porte, qui était légèrement entr'ouverte, laissant une fente de lumière dorée de lampes se déverser dans le couloir obscurci, et à travers l'ouverture, il put la voir, sa femme, assise au pianoforte, le dos partiellement tourné vers lui, une main reposant sur les touches bien qu'elle ne jouât pas, l'autre main courbée protectricement sur le gonflement de son ventre, qui était maintenant indubitablement rond sous le tissu doux de sa robe de chambre. Elle chantait une berceuse qu'il n'avait jamais entendue auparavant, la mélodie obsédante et douce, les paroles parlant d'un amour inconditionnel et éternel, des promesses faites à un enfant pas encore né, mais déjà chéri, au-delà de toute mesure. Adrian resta transi, son cœur martelant contre ses côtes, tandis qu'Éléanore chantait comment elle protégerait son bébé de tout mal, comment elle apprendrait à l'enfant à rire et à aimer et à voir la beauté dans le monde, comment la solitude ne toucherait jamais cette vie qu'elle portait parce que l'amour d'une mère serait un abri suffisant contre toute tempête. Dans sa voix, Adrian entendit non seulement la dévotion, mais aussi la solitude, un isolement profond qui faisait écho au sien, car elle chantait comme une femme qui savait ce que signifiait être seule même dans une maison pleine de gens, qui comprenait que le silence pouvait être sa propre forme de souffrance, et pourtant, malgré sa douleur, malgré la froideur avec laquelle il l'avait traitée, la voix d'Éléanore restait douce, pleine d'espoir, promettant à leur enfant une chaleur qui lui avait été refusée. La chanson parlait d'apprendre aux bébés à chanter, de remplir leur journée de musique et de joie, de créer du bonheur à partir de ce que la vie offrait. Adrian réalisa avec une force stupéfiante qu'Éléanore promettait à leur enfant qu'elle serait à la fois mère et père, qu'elle fournirait tout l'amour dont ce bébé aurait besoin parce qu'elle n'attendait rien de lui, avait appris à ne rien attendre, avait accepté qu'elle élèverait leur enfant dans l'hiver émotionnel qu'il avait créé. Cette prise de conscience fut un coup de poignard dans son cœur, car il entendit dans ces mots à la fois une force féroce et une résignation tranquille, la détermination d'une femme qui avait été brisée mais refusait de se briser complètement, qui transformerait sa propre souffrance en protection pour la vie innocente qui dépendait d'elle. Alors que la berceuse touchait à sa fin, la voix d'Éléanore se brisant légèrement sur la dernière note, elle se pencha et posa ses lèvres sur son ventre, murmurant des mots trop bas pour qu'Adrian les entende, mais clairement tendres, clairement aimants. Il la regarda alors que des larmes glissaient sur ses joues, captant la lumière de la lampe en tombant, preuve de la douleur qu'elle portait avec une telle dignité, de la solitude qu'elle transformait en chant d'espoir. Adrian sentit quelque chose de fondamental basculer en lui, la glace autour de son cœur commençant à se fissurer sérieusement maintenant, des fissures se propageant comme des éclairs sur un verre gelé. Il sut, debout dans l'ombre à l'extérieur de la salle de musique, qu'il avait atteint un précipice, qu'il ne pouvait plus maintenir la distance qu'il avait créée, que la douce persistance et l'amour maternel féroce d'Éléanore avaient finalement percé les murs qu'il avait construits.
Le choix devant lui était simple et terrifiant. Avancer dans la lumière ou se retirer pour toujours dans l'obscurité de sa propre fabrication. Risquer à nouveau son cœur ou les condamner tous à une vie d'isolement. Et alors qu'Éléanore commençait une autre berceuse, sa voix épaisse de larmes mais chantant toujours, offrant toujours de l'amour à leur enfant malgré tout, Adrian se retrouva incapable de bouger, figé entre la peur et le désir, écoutant le son qui, lentement, inexorablement, le rappelait à la vie. La décision vint à Adrian non pas comme un choix rationnel, mais comme une compulsion irrésistible, sa main se déplaçant pour pousser la porte de la salle de musique avant que son esprit ne puisse construire les murs de la peur qui l'avaient tenu emprisonné si longtemps, et les gonds grincèrent doucement, le son coupant la berceuse d'Éléanore comme une lame à travers la soie. Elle s'arrêta au milieu de sa phrase, sa tête se tournant brusquement vers l'entrée. Ses yeux s'écarquillant de choc en le voyant debout là, dans l'embrasure de la porte, ce mari qui avait été une présence fantomatique dans sa vie, une statue froide qu'elle croisait dans les couloirs. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement à travers l'étendue de la salle de musique, la lumière de la lampe projetant des ombres dansantes sur les murs, tandis que l'horloge de grand-père dans le couloir lointain marquait les secondes de leur silence avec une précision implacable. Adrian vit la peur vaciller sur le visage d'Éléanore, rapidement masquée, mais pas assez vite, la méfiance instinctive de quelqu'un qui avait appris à ne rien attendre et ne pouvait donc pas être déçu, et la vue de cette peur, la connaissance qu'elle avait peur de lui, son propre mari, envoya une nouvelle vague de honte s'écraser dans sa poitrine. Il essaya de parler, ses lèvres s'entr'ouvrant, mais aucun mot ne vint, sa gorge resserrée par des mois de silence forcé et des années de distance émotionnelle pratiquée. Il resta là, luttant comme un homme qui aurait oublié les mécanismes mêmes de la parole humaine, ses mains se crispant et se détendant à ses côtés, tandis qu'Éléanore le regardait avec ses grands yeux, une main reposant toujours protectricement sur son ventre, comme pour protéger leur enfant de la tempête qui pourrait être sur le point d'éclater. Adrian sentit le poids terrible de toute sa cruauté l'écraser, chaque salut ignoré, chaque rejet froid, chaque moment où il avait choisi la glace, plutôt que l'humanité s'accumulait maintenant en un fardeau qu'il pouvait à peine supporter. Le mot, quand il sortit enfin, émergea comme à peine plus qu'un murmure rauque, rude et peu habitué, sa voix étrange même à ses propres oreilles, après des mois à ne parler que lorsque c'était absolument nécessaire, et jamais à elle, jamais à Éléanore, et il ne réussit à prononcer que 2 mots, inadéquats et hésitants, mais représentant tout ce qu'il avait à offrir en ce moment de vulnérabilité terrifiante. « Continuez » chuchota-t-il, puis, avec un effort considérable, comme si chaque syllabe lui coûtait quelque chose de précieux, « S'il vous plaît. » Les larmes qui avaient menacé au coin des yeux d'Éléanore coulèrent maintenant librement sur ses joues, captant la lumière de la lampe, alors qu'elle traçait des chemins sur son visage, et elle le fixa comme s'il était une apparition, quelque chose d'impossible rendu manifeste. Adrian pouvait voir ses mains trembler là où elles reposaient, l'une sur le pianoforte et l'autre sur son ventre, et il réalisa qu'elle avait peur de croire que c'était réel, peur d'espérer que le silence entre eux pourrait enfin se briser, et la connaissance qu'il l'avait réduite à cet état, que sa propre femme ne pouvait même pas faire confiance à ce petit geste, lui donna envie de tomber à genoux et de demander pardon pour des péchés qu'il commençait seulement maintenant à comprendre pleinement. Mais Éléanore, son Éléanore, démontra une fois de plus la force qui l'avait soutenue pendant des mois d'isolement, et après un moment d'hésitation, elle prit une inspiration tremblante et recommença à chanter, sa voix vacillant d'abord, mais se renforçant à chaque note, la berceuse reprenant sa douce mélodie. Adrian, incapable de supporter son propre poids plus longtemps, entra dans la pièce sur des jambes chancelantes et s'affaissa dans une chaise près de la porte,
aussi loin d'elle que l'espace le permettait, n'osant pas s'approcher, pas encore, mais assez près pour entendre chaque mot, chaque nuance d'émotion dans sa voix, alors qu'elle chantait pour leur enfant. Il écouta, les yeux fermés et les mains agrippant les bras de la chaise, comme pour s'ancrer à quelque chose de solide, tandis que le monde qu'il avait si soigneusement construit commençait à s'effondrer autour de lui, les murs qu'il avait bâtis d'amertume et de trahison se révélant impuissants face à la beauté simple et dévastatrice de la voix d'Éléanore, chantant l'amour, l'espoir et les promesses à un enfant qui aurait, si Adrian pouvait trouver le courage, un père digne d'une telle dévotion. Le soir suivant, alors que l'horloge sonnait 8 heures et que la maisonnée s'installait dans son calme habituel, Adrian se retrouva de nouveau devant la salle de musique, le cœur battant d'un mélange inconnu d'anticipation et d'appréhension. Lorsqu'il poussa la porte, Éléanore leva les yeux du pianoforte avec une expression qui était à la fois de surprise et de quelque chose de plus doux, quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, bien qu'elle détournât rapidement le regard, comme si elle craignait de trop présumer. Il entra sans parler, s'installant dans la même chaise qu'il avait occupée la nuit précédente, et après un moment d'hésitation, Éléanore se mit à chanter, sa voix hésitante au début, mais gagnant en force, au fur et à mesure que la berceuse se déroulait. Adrian écouta les yeux fermés, et ainsi commença un rituel qui se répéterait chaque soir pendant les semaines suivantes. Adrian, apparaissant à la porte de la salle de musique aussi ponctuellement que s'il était convoqué par des cloches, Éléanore offrant ses chansons pendant qu'ils restaient assis en silence, aucun mot échangé entre eux, mais sa présence même étant une forme de communication, une reconnaissance que quelque chose avait changé dans le paysage gelé de leur mariage, aussi subtil, aussi fragile que ce soit. Les domestiques remarquèrent, bien sûr, car les domestiques remarquent toujours de telles choses, et Adrian surprit Mary, en train de chuchoter à l'un des valets de pied dans le couloir, vit les regards significatifs échangés entre la cuisinière et le majordome lorsqu'ils traversaient la salle à manger, et Madame Brennan, la gouvernante dont la sagesse venait de décennies d'observation des drames intimes de l'aristocratie, arborait un sourire de satisfaction tranquille chaque fois qu'elle rencontrait Éléanore dans les couloirs. Une fois, alors qu'Adrian la croisait dans les escaliers, elle eut l'audace de lui faire un signe de tête approbateur, comme s'il était un élève qui avait enfin compris une leçon qu'elle essayait de lui enseigner depuis des mois, et il découvrit qu'il ne pouvait même pas ressentir d'irritation face à sa présomption, car il y avait de la vérité dans son regard entendu, de la vérité dans l'idée qu'il était en effet en train d'apprendre quelque chose, de réapprendre quelque chose qu'il avait oublié dans les années qui avaient suivi la trahison de Cassandra, la connaissance simple mais profonde que la connexion humaine, bien que dangereuse, était aussi nécessaire, que les murs construits pour éloigner la douleur empêchaient aussi toute possibilité de joie. Éléanore, de son côté, commença à se détendre dans ses rituels du soir, ses épaules ne se crispant plus aussi visiblement lorsqu'il entrait, sa voix devenant plus confiante au fil des nuits. Parfois, lorsqu'une phrase particulière de la mélodie l'émouvait, elle fermait les yeux et se perdait complètement dans la chanson, oubliant entièrement sa présence, et c'étaient les moments qu'Adrian chérissait le plus, quand il pouvait l'observer sans qu'elle se garde, voir l'amour pur qui animait ses traits lorsqu'elle chantait pour leur enfant. Il commença à comprendre que ce dont il était témoin n'était pas une performance mais une prière, les chansons d'Éléanore une forme de dévotion, une manière de déverser tout l'amour qu'on lui avait refusé de lui donner à lui dans la petite vie qui grandissait en elle. Cette prise de conscience était à la fois humiliante et dévastatrice, car il voyait clairement maintenant tout ce qu'il avait gaspillé, toute la chaleur qu'il avait rejetée, la cruauté avec laquelle il avait puni Éléanore pour des crimes commis par une autre femme dans une autre vie. Alors que février cédait la place à mars, et que les premières lueurs du printemps
commençait à toucher les jardins du manoir de Thornfield, la neige fondant pour révéler une terre gelée depuis des mois, Adrian remarqua des changements au-delà de leur rencontre du soir, de petites variations dans l'atmosphère de la maison qui suggéraient une transformation. Les domestiques se déplaçant avec des pas plus légers, plus de rires résonnant des cuisines, des fleurs apparaissant dans des vases dans toute la maison, bien qu'il n'ait donné aucun ordre de ce genre. Il comprit que ces changements émanaient d'Éléanore, de son émergence progressive de l'isolement qu'il lui avait imposé, de sa confiance croissante que peut-être, juste peut-être, l'hiver de leur mariage ne serait pas permanent. Et madame Brennan, enhardie par le dégel qu'elle observait, commença à parler plus librement à Adrian, mentionnant en passant à quel point Eleanor avait bonne mine malgré sa grossesse avancée, à quel point elle avait été gentille avec le personnel, comment toute la maisonnée en était venue à l'aimer au cours des mois qu'elle avait vécus parmi eux. Adrian écoutait ces observations avec quelque chose qui approchait la honte. Réalisant que sa femme s'était construit une famille parmi les domestiques du manoir de Thornfield parce qu'il lui en avait refusé une avec lui, qu'elle avait trouvé de la chaleur dans les cuisines et les jardins parce que les appartements de son propre mari restaient froids et verrouillés contre elle. Et pourtant, elle avait fait cela sans se plaindre, sans amertume, transformant son exil en communauté, sa solitude en connexion avec ceux que la société aurait considérés comme indignes de son attention. Adrian se surprenait à penser, alors qu'il était assis soir après soir à l'écouter chanter, qu'Éléanore possédait une force qu'il n'avait jamais reconnue, une grâce qui faisait honte à sa propre lâcheté. Et lentement, imperceptiblement d'abord, mais avec un élan croissant, son cœur commença à dégeler, comme le sol gelé à l'extérieur, répondant à la chaleur persistante de sa présence, à la force douce mais inexorable de son amour patient et sans plainte. Les mots vinrent un mardi soir de la mi-mars, alors que les dernières traces de la neige hivernale avaient finalement cédé à la chaleur insistante du printemps et qu'Éléanore était assise dans la salle de musique, les mains posées sur son ventre, regardant le coucher de soleil peindre les fenêtres de nuances d'ambre et de rose. Adrian entra comme il l'avait fait chaque soir depuis des semaines, mais cette fois, au lieu de s'installer immédiatement dans sa chaise habituelle, il s'arrêta près du pianoforte, ses doigts effleurant le bois poli, avec une incertitude qui le faisait paraître presque enfantin, malgré les cheveux gris, parsemant sa chevelure sombre. Eleanor leva les yeux vers lui, avec ses yeux patients, qui avaient été témoins de tant de silence, et n'étaient pourtant pas devenus amers, et il s'éclaircit la gorge une fois, deux fois, luttant contre des années de construction émotionnelle pratiquées avant de réussir enfin à demander, sa voix rouillée par le manque d'usage dans tout ce qui approchait une véritable conversation. L'enfant, bouge-t-il souvent ? La question resta en suspens entre eux, si simple et pourtant représentant un gouffre franchi, un mur percé, et les yeux d'Éléanore s'écarquillèrent de surprise, qui se transforma rapidement en quelque chose de plus chaleureux, quelque chose qui fit se contracter la poitrine d'Adrian d'une émotion qu'il ne pouvait tout à fait nommer. « Elle bouge constamment, » répondit Éléanore, sa voix douce mais ferme. Et Adrian nota la correction délicate, la façon dont elle avait déjà assigné un genre à leur enfant dans son esprit, déjà construit une relation avec ce petit être qu'il s'était à peine autorisé à reconnaître. Eleanor continua, ses mains décrivant des cercles inconscients sur son ventre. Surtout le soir, quand je chante pour elle, elle semble danser. Je peux la sentir répondre à la musique. Et il y avait de l'émerveillement dans la voix d'Éléanore, une joie si pure qu'Adrian eut honte de tout ce qu'il avait manqué, de tous les mois qu'il avait gaspillés dans un silence obstiné pendant que ce miracle se déroulait à quelques pièces de son exil volontaire. Il se surprit à s'approcher, attiré par une impulsion qu'il ne comprenait pas entièrement, et demanda, les mots sortant plus facilement maintenant
comme si chaque syllabe prononcée desserrait un peu plus l'emprise du silence. Comment imaginez-vous qu'elle sera, notre fille? Eleanor sourit alors, un vrai sourire qui transforma son visage et rappela à Adrian qu'elle avait à peine 23 ans, qu'il avait épousé une jeune femme pleine de rêves et l'avait systématiquement ignorée jusqu'à ce que ses rêves n'aient d'autre choix que de se tourner vers l'intérieur, vers l'enfant qui ne pouvait rejeter son amour. Elle parla de ses espoirs pour leur fille, de lui apprendre la musique et la gentillesse, de promenades dans le jardin et d'histoires au coin du feu, peignant un tableau d'un avenir qu'Adrian ne s'était pas permis d'imaginer. Il écouta avec une intensité qui les surprit tous les deux, posant des questions qui en entraînaient d'autres, et avant que l'un ou l'autre ne s'en rende compte, ils parlaient depuis près d'une heure, la plus longue conversation de leur mariage, maladroite et hésitante mais réelle, substantielle, humaine. Quand Éléanore se sentit enfin fatiguée et eut besoin de se reposer, Adrian se surprit à dire, presque sans y penser consciemment: « Demain, si le temps le permet, peut-être me permettriez-vous de vous accompagner pour votre promenade matinale ?» Et l'invitation sortit avec raideur, formellement, comme s'il demandait une audience à un dignitaire plutôt que de demander à passer du temps avec sa propre femme. Mais le visage d'Éléanore s'illumina d'un bonheur si franc qu'Adrian sentit quelque chose se fissurer davantage dans les chambres gelées de son cœur. Et elle accepta avec une grâce qui le fit se demander, pas pour la première fois, ce qu'il avait fait pour mériter sa patience, sa dignité persistante et tranquille face à sa cruauté. Alors qu'il l'aidait à se lever du banc du pianoforte, sa main stabilisant son coudet avec une douceur qui semblait étrangère à son contact, il se surprit à penser que peut-être, juste peut-être, il n'était pas trop tard pour devenir le mari qu'elle méritait, le père dont leur fille aurait besoin. Et lorsqu'il quitta la salle de musique ce soir-là, il ne se retira pas immédiatement dans son bureau comme c'était son habitude depuis tant de mois, mais resta plutôt dans le couloir devant les appartements d'Éléanore, écoutant ses mouvements doux à l'intérieur, et sentit les prémices de quelque chose qu'il avait cru mort en lui, quelque chose qui pourrait, avec du temps et du courage, devenir de l'amour. Leurs promenades matinales devinrent des rituels quotidiens au cours de la semaine suivante, Éléanore et Adrian arpentant les sentiers du jardin dans une proximité prudente, parlant d'abord de sujets sûrs, du temps et de la progression des fleurs de printemps et des affaires du domaine qui requéraient son attention. Mais le 8e matin, alors qu'il faisait une pause près de la fontaine, où la glace s'accrochait encore au bord de pierre malgré l'air qui se réchauffait, Éléanore les surprit tous les deux en demandant, sa voix calme mais ferme de détermination: « Me parlerez-vous d'elle, de votre première femme ?» Adrian sentit tout son corps se raidir comme s'il avait été frappé, son premier instinct étant de se retirer derrière les murs qui l'avaient protégé si longtemps, d'offrir une remarque cinglante qui rappellerait à Éléanore les limites qu'elle transgressait. Mais quand il regarda son visage, il n'y vit aucune curiosité malsaine, aucun désir de blesser ou de juger, seulement un sérieux doux qui suggérait qu'elle demandait non pas pour satisfaire des commérages, mais pour comprendre, pour connaître l'homme qu'elle avait épousé. Après un long moment pendant lequel il envisagea de fuir vers la sécurité de son bureau, il se retrouva plutôt à commencer à parler, de manière hésitante au début, sa voix rauque d'une émotion qu'il avait enfouie pendant des années. Il lui parla de Cassandra, de la cour éclair qui avait semblé être le destin, la belle-fille d'un comte qu'il avait choisie, malgré des offres d'hommes plus riches et plus titrés, et à quel point il avait été flatté, à quel point il l'avait aimée aveuglément. Puis, la révélation progressive de sa vraie nature, les liaisons qu'elle se donnait à peine la peine de cacher, le rire moqueur lorsqu'il l'avait confrontée, la façon dont elle lui avait dit qu'il était trop sérieux, trop froid, qu'aucune femme ne pourrait aimer un homme taillé dans la glace, et comment ces mots s'étaient profondément ancrés dans son âme,
le convainquant que la faute était sienne, que sa nature même excluait la possibilité d'un amour véritable. Quand Cassandra était morte dans un accident de voiture, alors qu'elle se rendait chez son dernier amant, Adrian n'avait pas ressenti de chagrin, mais un terrible soulagement suivi d'une culpabilité écrasante, et il s'était alors juré de ne plus jamais s'ouvrir à une telle humiliation, de ne plus jamais donner à quiconque le pouvoir de le faire se sentir si totalement sans valeur. Ainsi, lorsque les arrangements avaient été faits pour qu'il épouse Éléanore, il avait décidé de la garder à distance, de ne jamais permettre la vulnérabilité, de se protéger, même si cela signifiait les condamner tous les deux à une existence sans amour. En parlant, Adrian réalisa qu'il confessait non seulement les faits de son passé, mais aussi la laideur de sa propre lâcheté, la façon dont il avait puni Éléanore pour des crimes qu'elle n'avait jamais commis. Et quand il se tut enfin, épuisé et à vif, il ne put se résoudre à la regarder, certain de voir du dégoût ou de la pitié dans ses yeux. Mais Éléanore ne parla pas immédiatement, et quand elle le fit enfin, sa voix portait une compréhension qui l'humilia, car elle dit « Je sais ce que signifie être amené à se sentir indigne d'amour », et elle lui raconta sa propre enfance, une mère décédée quand Éléanore avait à peine 6 ans, la laissant aux soins d'un père qui ne la voyait que comme une marchandise à échanger contre la sécurité financière, qui ne lui avait jamais demandé une seule fois ce qu'elle voulait ou dont elle rêvait, qui avait arrangé son mariage avec Adrian sans consulter ses souhaits. Elle raconta comment elle était arrivée au manoir de Thornfield, en espérant contre toute espérance qu'ici elle pourrait peut-être trouver de la compagnie, de la compréhension, peut-être même de l'affection, pour découvrir que son mari avait si bien verrouillé son cœur qu'aucune clé ne semblait capable de l'ouvrir. Et pourtant, elle n'avait pas laissé l'amertume la consumer. Elle avait plutôt déversé sa capacité d'aimer dans l'enfant qu'elle portait, déterminée à ce que leur fille ne doute jamais qu'elle était chérie, ne ressente jamais l'isolement froid qui avait défini la propre vie d'Éléanore. En écoutant sa confession tranquille, Adrian comprit qu'ils avaient tous deux été blessés, portaient tous deux des cicatrices, mais là où il avait répondu en construisant des murs, Éléanore avait d'une manière ou d'une autre maintenu sa capacité de tendresse, sa capacité d'espérer, et le contraste entre son courage et sa lâcheté le frappa avec une clarté dévastatrice. Ils se tenaient ensemble près de la fontaine alors que le soleil du matin montait plus haut, et Adrian se surprit à tendre la main vers celle d'Éléanore, un geste maladroit rendu gauche par des mois de distance pratiquée, mais elle le permit, ses doigts s'enroulant timidement autour des siens, et il dit, sa voix à peine plus qu'un murmure, « J'ai été injuste envers vous, de manière impardonnable. » Et Éléanore serra doucement sa main et répondit, « Nous avons tous les deux été seuls, mais peut-être n'avons-nous pas besoin de le rester. » Et à ce moment-là, debout dans le jardin avec le printemps qui s'éveillait autour d'eux et la main d'Éléanore chaude dans la sienne, Adrian sentit les premiers véritables frémissements de connexion, non pas l'engouement passionné qui avait condamné son premier mariage, mais quelque chose de plus calme, de plus profond, construit sur une douleur partagée et une compréhension mutuelle. Bien qu'il sût qu'ils avaient un long chemin à parcourir avant de pouvoir appeler amour ce qui existait entre eux, il s'autorisa, pour la première fois depuis l'arrivée d'Éléanore au manoir de Thornfield, à croire qu'un tel voyage pourrait être possible, que les murs qu'il avait construits pourraient encore être démantelés, que la glace autour de son cœur pourrait éventuellement fondre complètement. Et lorsqu'ils se tournèrent pour retourner vers la maison, ils le firent côte à côte, leurs mains toujours jointes, et Adrian pensa que peut-être ce petit geste de connexion, cette volonté d'être vulnérable, était le début de quelque chose qui pourrait, avec du temps, de la patience et du courage, les transformer tous les deux. Les jours qui suivirent leur conversation dans le jardin se déroulèrent avec une tendresse que ni Adrian ni Éléanore n'avaient anticipée.
comme si leur confession partagée avait déverrouillé quelque chose qui ne pouvait plus être refermé. Adrian se mit à rechercher la compagnie d'Eleanor avec un empressement qui aurait déconcerté l'homme qu'il était quelques semaines auparavant, la rejoignant non seulement pour leur promenade matinale, mais apparaissant à la bibliothèque quand elle lisait, dans la serre quand elle s'occupait des premières fleurs de printemps, attiré par sa présence comme une plante se tournant vers le soleil après un long hiver. Leurs conversations s'approfondirent, dépassant les plaisanteries prudentes qui avaient marqué leurs premiers échanges pour devenir des discussions sur la poésie et la philosophie, sur des souvenirs d'enfance à la fois chéris et douloureux, sur les rêves qu'ils avaient nourris et les déceptions qu'ils avaient endurées. Eleanor découvrit que sous l'extérieur glacial d'Adrian se cachait un esprit d'une profondeur considérable et d'une douceur surprenante, un homme qui pouvait citer Wordsworth de mémoire, qui possédait des opinions bien arrêtées sur la réforme agricole et qui s'inquiétait du bien-être de ses tenanciers avec une préoccupation qui contredisait sa réputation de froideur. De son côté, Adrian se trouvait captivé par la sagesse tranquille d'Eleanor, sa façon de trouver la beauté dans les petits moments, ses observations sur la nature humaine qui révélaient une perspicacité à laquelle il ne s'était pas attendu. Un soir, dans la salle de musique, alors qu'Eleanor jouait une sonate de Mozart, son ventre arrondi, rendant l'accès aux touches inconfortables, Adrian s'approcha et demanda, sa voix portant encore des traces d'incertitude. « Puis-je » Quand Eleanor acquiesça, surprise et heureuse, il posa doucement sa main sur la courbe de son abdomen, et le bébé donna un coup de pied contre sa paume, avec une telle vigueur qu'Adrian eut un hoquet de surprise, ses yeux s'écarquillant d'émerveillement. Il regarda Eleanor avec une expression de vulnérabilité si nue qu'elle sentit des larmes monter à ses yeux, et il chuchota « Est-ce réel? Est-ce vraiment réel ?» comme si jusqu'à ce moment l'enfant n'avait été qu'un concept abstrait plutôt qu'un être vivant, sa fille, une partie de lui et une partie d'Eleanor, un miracle né d'une union qu'il avait tant essayé de vider de sens. Eleanor couvrit sa main de la sienne et dit doucement « Elle connaît le contact de son père. » Adrian sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Un flot d'émotions qu'il ne pouvait plus contenir ni nier, amour, peur et un féroce instinct de protection, tout cela mêlé. Il s'agenouilla près de la chaise d'Eleanor, son front reposant contre son ventre, et la main d'Eleanor se posa sur ses cheveux, les caressant doucement, tandis qu'il luttait pour se maîtriser. Dans les semaines qui suivirent, Adrian commença à manifester son attention de manière petite mais indubitable, s'assurant que le châle préféré d'Eleanor était toujours drapé sur sa chaise dans le salon, ordonnant au cuisinier de préparer les gâteaux au citron qu'elle affectionnait, malgré qu'elle prétendit ne vouloir causer aucun dérangement, faisant apporter des coussins supplémentaires dans chaque pièce qu'elle fréquentait pour qu'elle puisse être à l'aise. Quand il la remarqua grimaçant en montant les escaliers, il se mit à lui offrir son bras sans qu'on le lui demande, soutenant son poids avec une sollicitude qui fit que les domestiques échangèrent des regards entendus et que madame Brennan sourit de son approbation. Eleanor, qui avait passé tant de mois affamée du moindre signe de chaleur de la part de son mari, se mit à s'épanouir sous cette attention, ses sourires devenant plus faciles, son rire revenant. Elle commença à voir en Adrian non pas l'homme froid qui l'avait ignoré pendant des mois, mais l'âme blessée en dessous, un homme capable d'une grande tendresse qui avait simplement oublié comment l'exprimer, qui s'était convaincu que ne rien ressentir était plus sûr que de risquer la douleur. Elle comprit que sa transformation n'était pas une conversion instantanée, mais plutôt un dégel progressif. Chaque petit geste d'attention, une fissure dans la glace, chaque conversation, un pas vers la connexion. Elle répondit à ses efforts avec sa propre douce patience, ne demandant jamais plus qu'il ne pouvait donner, acceptant chaque offrande de tendresse comme la chose précieuse qu'elle était. C'est ainsi,
à travers des moments accumulés de vulnérabilité et d'attention, à travers des craintes partagées concernant l'enfant à venir et un confort grandissant en la présence de l'autre, qu'Adrian et Eleanor commencèrent à construire quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait cru possible lorsqu'Eleanor était arrivée pour la première fois au manoir de Thornfield en tant qu'épouse d'un étranger silencieux. Ils commencèrent à bâtir non seulement l'architecture d'un mariage fonctionnel, mais les fondations d'une affection véritable. Et bien que le mot « amour » restât non prononcé entre eux, il flottait dans l'air comme une promesse, attendant le courage de le revendiquer. Alors que la grossesse d'Eleanor entrait dans ses dernières semaines, son corps s'alourdit du poids de l'enfant qu'elle portait, ses mouvements ralentis par la fatigue et l'inconfort physique qui accompagnent le fait de porter une nouvelle vie. Elle se retrouvait à passer de plus longues heures dans le salon, se reposant sur la chaise longue qu'Adrian y avait déplacée spécifiquement pour son confort, l'entourant de coussins et veillant à ce que le feu soit toujours maintenu ardemment. C'est durant ces soirées calmes, alors que le crépuscule descendait sur le manoir de Thornfield et que les lampes étaient allumées contre l'obscurité grandissante, qu'Adrian commença un nouveau rituel qui toucha le cœur d'Eleanor par sa tendresse inattendue. Après le dîner, il arrivait dans le salon, portant le livre qu'il lisait actuellement, s'installant dans le fauteuil à côté de sa chaise, et il lisait à voix haute, sa voix profonde, remplissant le silence confortable de poésie et de prose, de romans d'aventure et de volumes de philosophie. Eleanor restait allongée à l'écouter, ses mains reposant sur son ventre gonflé, sentant leur fille bouger et donner des coups de pied en réponse au son de la voix de son père. Parfois, Eleanor s'assoupissait légèrement, bercée par la lecture d'Adrian, pour se réveiller et le trouver toujours là, lisant encore, sa présence une promesse silencieuse de constance qu'elle n'avait jamais osé espérer pendant ses premiers mois d'isolement. Un soir, alors qu'il lisait un recueil de sonnettes de Shakespeare, la voix d'Adrian vacilla au milieu d'un vers. Eleanor ouvrit les yeux et le trouva fixant le livre entre ses mains, son expression troublée. Lorsqu'elle lui demanda doucement ce qui n'allait pas, il ferma le livre et le posa de côté. Après un long moment de lutte intérieure, il dit d'une voix épaisse d'émotion : « Je suis terrifié, Eleanor, terrifié de lui faire défaut, de faire défaut à notre fille, d'être pour elle ce que mon propre père a été pour moi, froid et distant, et incapable de montrer de l'affection. » Il lui raconta alors son enfance au manoir de Thornfield, un père qui considérait les démonstrations d'émotion comme une faiblesse, qui avait élevé Adrian avec une discipline rigide et une désapprobation glaciale, qui n'avait jamais dit une seule fois à son fils qu'il était aimé ou apprécié, qui était mort quand Adrian avait 19 ans sans l'avoir jamais embrassé. Adrian craignait que cette froideur soit en quelque sorte héréditaire, que malgré son désir d'être différent, il répéterait inévitablement le schéma, condamnant son propre enfant à la même éducation sans amour qu'il avait façonnée en l'homme gelé qu'Eleanor avait épousé. Eleanor écouta cette confession avec un cœur qui souffrait pour le garçon solitaire qu'Adrian avait été, et elle tendit la main et prit la sienne, la posant sur son ventre où leur fille bougeait sous sa paume, et elle dit avec une conviction tranquille : « Tu n'es pas ton père, Adrian. Tu l'as déjà prouvé par le soin que tu me montres, par la façon dont tu parles à notre enfant même maintenant, par ta peur même de lui faire défaut, car un homme qui ne pourrait pas aimer ne s'inquiéterait pas de telles choses. » Elle lui dit qu'elle avait vu sa transformation au cours de ces dernières semaines, avait été témoin de sa capacité de tendresse qu'il avait si profondément enfouie, et elle croyait de tout son cœur qu'il serait un père merveilleux, que leur fille grandirait en sachant qu'elle était chérie. Alors qu'Eleanor prononçait ces mots de réconfort, Adrian sentit quelque chose se briser en lui, toute la culpabilité, la honte
et le dégoût de soi qu'il avait porté pendant des mois, la conscience de la cruauté avec laquelle il avait traité cette femme douce, qui ne méritait que de la bonté. Il glissa de sa chaise pour s'agenouiller à côté de sa chaise longue, et il dit, la voix brisée, des larmes coulant sur son visage sans contrôle, « Eleanor, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi pour la douleur que je t'ai causée, pour les mois où je t'ai laissé seule et effrayée, pour ma lâcheté et ma cruauté. Je n'ai aucun droit de te le demander, mais je te le demande quand même. » Eleanor tendit les bras et l'attira près d'elle, l'enveloppant de ses bras, alors qu'il pleurait contre son épaule, et elle chuchota, « Je te pardonne, je te pardonne. » Ils se tinrent ainsi l'un contre l'autre à la lueur de la lampe, leur première véritable étreinte. Eleanor sentit les bras d'Adrian se resserrer autour d'elle avec précaution, conscient de son état, et elle sut que ce moment marquait le franchissement d'un seuil invisible, que les murs qui s'étaient dressés entre eux tombaient enfin, vraiment. Quand Adrian se retira enfin, les yeux rouges, mais son expression plus légère qu'elle ne l'avait jamais vue, il lui prit le visage entre ses mains et dit « Je ne te mérite pas, mais je te le jure, Eleanor, je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de ton pardon, de ta patience, de toi. » Eleanor sourit à travers ses propres larmes et répondit « Alors nous apprendrons ensemble comment être mari et femme, comment être parents, comment construire la vie que nous méritons tous les deux. » Adrian hocha la tête et déposa un baiser sur son front, tendre et révérencieux, et dans ce geste, Eleanor sentit la promesse de tout l'amour qu'ils partageraient, de toute la guérison à venir. Le travail d'Eleanor commença dans les heures sombres avant l'aube, une douleur sourde dans le bas de son dos qui s'intensifia progressivement en vagues de douleur qui lui coupaient le souffle. Elle réveilla Adrian, qui avait pris l'habitude de dormir dans la chambre attenante pour être près d'elle en ces derniers jours, et son visage devint pâle de peur quand il la vit pliée en deux, s'agrippant au montant du lit, mais il masqua sa terreur et envoya immédiatement chercher la sage-femme et le médecin. Alors que la maisonnée entrait dans un chaos maîtrisé, les domestiques se précipitant pour préparer la chambre d'accouchement avec de l'eau chaude et du linge, Adrian retourna aux côtés d'Eleanor et lui prit la main. Lorsque madame Brennan arriva et suggéra gentiment que sa grâce préférerait peut-être attendre dans son bureau comme il était d'usage pour les messieurs lors de telles affaires délicates, la réponse d'Adrian fut ferme et sans appel. « Je ne quitterai pas ma femme. » Il resta donc, alors que les heures s'étiraient et que le travail d'Eleanor devenait plus difficile, le bébé refusant de se tourner correctement, et que les forces d'Eleanor commençaient à décliner tandis que la douleur devenait presque insupportable. Adrian resta assise à ses côtés tout du long, lui tenant la main, lui épongeant le front avec des linges frais, lui murmurant des mots d'encouragement même si sa propre peur menaçait de le submerger, car il pouvait voir l'inquiétude dans les yeux de la sage-femme, entendre les conversations discrètes du médecin sur les complications, et il crut qu'il allait devenir fou de terreur à l'idée de la perdre, cette femme qui était devenue plus précieuse pour lui que sa propre vie. Il se pencha près d'Eleanor pendant un bref répit entre les contractions et dit, la voix brisée, « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue, Eleanor. Tu peux le faire. Je crois en toi. » Eleanor, épuisée et effrayée, puisa de la force dans sa présence, dans l'amour qu'elle voyait briller dans ses yeux. Et lorsque les dernières étapes du travail arrivèrent, que le médecin aboyait des instructions et que la sage-femme guidait Eleanor dans ses poussées, la main d'Adrian fut écrasée dans la sienne, mais il ne la retira pas une seule fois, ne la quitta pas une seule fois. Puis soudain, il y eut un son qui changea tout, le faible cri d'un nouveau-né, et la sage-femme disait « Une fille, votre grâce, une fille en bonne santé. » Adrian regarda à travers ses larmes sa fille être nettoyée et enveloppée dans des couvertures douces.
cette petite créature parfaite avec les traits délicats d'Éléanore et une touffe de cheveux sombres. Lorsque le bébé fut placé dans les bras d'Éléanore, tous deux pleurant de soulagement et de joie, Adrian se pencha sur eux, sa famille, et il regarda le visage épuisé mais radieux d'Éléanore, et prononça les mots qu'il avait eu trop peur de dire jusqu'à ce moment. « Je t'aime, Éléanore, je t'aime de tout mon cœur. Je crois que je t'aime depuis que je t'ai entendu, pour la première fois chanter pour notre fille. Mais j'étais trop lâche pour l'admettre. » Éléanore leva sa main libre pour toucher son visage, des larmes coulant sur ses joues, et elle chuchota. « Je t'aime aussi, Adrian. Je t'ai aimé malgré tout. À travers tout le silence et la distance, j'aimais l'homme que j'espérais que tu pourrais devenir, et tu as dépassé tous mes espoirs. » Adrian l'embrassa alors, doucement, avec révérence, puis il baissa les yeux sur leur fille, qui avait cessé de pleurer et regardait vers le haut avec de grands yeux bleus foncés. Il prit délicatement le bébé dans ses bras, ce fragile miracle, et il pleura ouvertement, sans honte, tous ses murs finalement, et complètement brisés par la force écrasante de l'amour qu'il ressentait pour cet enfant et pour la femme qui lui avait donné la vie. Madame Brennan, observant depuis l'embrasure de la porte, sourit à travers ses propres larmes à la transformation dont elle avait été témoin, car le duc silencieux n'était plus silencieux, et le manoir de Thornfield avait rené avec l'enfant dans ses bras. Les premières semaines de la vie de Catherine apportèrent une transformation au manoir de Thornfield dont les domestiques parleraient pendant des années. Car les couloirs froids et silencieux, qui avaient autrefois résonné de vide, retentissaient maintenant des faibles pleurs d'un nourrisson et du doux murmure de parents dévoués. Adrian, qui avait passé tant d'années enfermé dans la solitude, semblait maintenant incapable de supporter ne serait-ce qu'un instant de séparation d'avec sa femme et sa fille. Il apparaissait dans la nurserie à toute heure, attiré par un fil invisible, et Éléanore le trouvait debout près du berceau de Catherine, la regardant simplement dormir avec une expression d'émerveillement qui ne semblait jamais s'estomper. La nuit, lorsque le bébé se réveillait en pleurant, c'était souvent Adrian qui se levait le premier, soulevant Catherine avec une tendresse qui démentait ses grandes mains, et il arpentait le sol de la nurserie avec elle, chantant les berceuses qu'Éléanore lui avait apprises d'une voix douce et légèrement fausse, qui apaisait néanmoins leur fille et la rendormait. Éléanore observait depuis l'embrasure de la porte, le cœur si plein qu'il en était douloureux, voyant cet homme qui avait été autrefois incapable de lui adresser un seul mot, murmurer maintenant des promesses d'amour et de protection à leur enfant. Pendant la journée, alors qu'Éléanore recouvrait ses forces, Adrian lui amenait Catherine pour la téter, et il s'asseyait à côté d'eux, sa main reposant sur l'épaule d'Éléanore, et ils parlaient doucement de tout et de rien, de leurs espoirs pour l'avenir de leur fille, des livres qu'ils lisaient, des changements qu'ils voulaient apporter au manoir. Progressivement, à travers ces moments partagés de soins à leur enfant, Adrian et Éléanore tombèrent profondément, irrévocablement amoureux, de cet amour qui n'est pas construit sur des déclarations passionnées, mais sur l'intimité tranquille des tétés de minuit, de l'épuisement partagé et du lien profond de la création de la vie ensemble. Le manoir lui-même semblait répondre à ce changement, car Éléanore ordonna d'ouvrir les lourds rideaux pour laisser entrer la lumière, et elle remplit les pièces de fleurs de la serre. La salle de musique, autrefois poussiéreuse et abandonnée, devint le cœur de leur foyer, et chaque après-midi, Éléanore jouait du piano, tandis qu'Adrian était assis à proximité avec Catherine dans ses bras, et le bébé regardait les mains de sa mère sur les touches avec des yeux fascinés, déjà attirés par la musique comme sa mère l'était. Les domestiques, qui s'étaient habitués à se déplacer dans le manoir dans un silence feutré et craintif, se surprenaient maintenant à sourire en travaillant, car ils pouvaient entendre des rires provenant de l'aile familiale, pouvaient voir sa grâce se promener dans les jardins, avec sa grâce à son bras,
et le bébé emmitouflé dans l'autre, pouvaient être témoins des petits gestes d'affection entre le duc et la duchesse, la façon dont il glissait une mèche de cheveux derrière son oreille, la façon dont elle posait sa main sur sa poitrine quand il parlait. Et Madame Brennan, qui avait servi la famille Blackwood pendant 40 ans et n'avait jamais vu le manoir aussi plein de vie, s'arrêtait souvent dans ses tâches pour offrir une prière de gratitude pour la femme douce qui avait accompli ce qui semblait impossible, qui avait fait fondre la glace autour du cœur d'Adrian, non par la force, mais par la patience et la grâce tranquille. Alors que le printemps se transformait en été, et que Catherine passait d'un minuscule nouveau-né à un nourrisson potelé et souriant, qui tendait ses mains dodues vers le visage de son père et gazouillait au chant de sa mère, Adrian se surprenait parfois à s'émerveiller du miracle de tout cela, de la façon dont il avait failli détruire toute chance de bonheur par sa propre douleur obstinée. Il serrait alors Éléanore contre lui et lui chuchotait sa gratitude dans les cheveux, et elle souriait et lui rappelait qu'ils avaient tous deux retrouvé leur chemin, ensemble, et que c'était tout ce qui comptait maintenant. 5 ans avaient passé depuis ce printemps transformateur où Catherine était née, et le manoir de Thornfield, en cet après-midi d'automne doré, ne ressemblait en rien au mausolée froid et silencieux qu'il avait été autrefois. Les couloirs résonnaient maintenant des rires et des pas pressés de 3 enfants. Catherine, maintenant une fillette de 5 ans aux yeux vifs, avec la nature douce de sa mère et les cheveux sombres de son père, suivi de Thomas, un garçon turbulent de 3 ans, avec l'expression sérieuse d'Adrian, qui se brisait soudain en le plus contagieux des sourires, et la petite Margaret, d'à peine 18 mois, qui venait tout juste d'apprendre à marcher et trottinait après ses aînés avec des pas déterminés. La salle de musique, autrefois poussiéreuse et abandonnée, était devenue le cœur de leur vie de famille, et en cet après-midi particulier, alors que la lumière tardive du soleil filtrait à travers les fenêtres désormais impeccables et illuminait le piano poli, Adrian était assise à l'instrument avec Margaret sur ses genoux, ses petites mains tendant vers les touches pendant qu'il jouait une mélodie simple. Éléanore se tenait à leur côté, sa voix s'élevant en chant, les mêmes berceuses qu'elle avait autrefois chantées dans la solitude, maintenant partagées dans la joie. Et Catherine dansait en cercle sur le tapis, ses petits pieds marquant le rythme de la musique, tandis que Thomas tournait jusqu'à en avoir le vertige et s'effondrait en éclats de rire. Adrian leva les yeux vers Éléanore tout en jouant, et l'amour dans ses yeux était si évident qu'il semblait remplir la pièce de chaleur. Elle lui sourit en retour avec un tel contentement que quiconque les aurait observés n'aurait jamais cru qu'il s'agissait du même couple qui avait passé ses premiers mois de mariage dans un silence douloureux. Quand la chanson se termina, Catherine grimpa sur l'autre genou de son père et demanda « Raconte-nous encore l'histoire, papa. Comment maman et toi êtes tombés amoureux ?» Adrian échangea un regard avec Éléanore, cette communication privée que partagent les couples mariés depuis longtemps, et il dit « Ta mère m'a sauvé, ma petite, avec sa patience, sa musique et son cœur tendre. Elle a pris un homme brisé et lui a réappris à aimer. » Éléanore vint s'asseoir à leur côté sur le banc du piano, Thomas se hissant sur ses genoux, et elle ajouta doucement « Et votre père m'a appris que même l'hiver le plus froid cède finalement la place au printemps, que la guérison est possible si nous sommes assez courageux pour essayer. » Les enfants, trop jeunes pour comprendre pleinement, mais sentant la profondeur de l'émotion dans les paroles de leurs parents, se blottirent plus près. Plus tard, après que les enfants eurent été nourris, baignés et mis au lit avec des baisers et des histoires, Adrian et Éléanore se tenaient ensemble dans la salle de musique, sa tête reposant sur son épaule, ses bras enroulés autour de sa taille. Ils regardaient les jardins qu'Éléanore avait transformés de nature sauvage en beauté, et Adrian dit tranquillement
Je pense à l'homme que j'étais quand tu es arrivé ici, Eleanor, et j'ai peine à croire que c'était moi. J'étais si déterminé à rester enfermé dans ma douleur, si convaincu que la solitude était plus sûre que la vulnérabilité. Eleanor se tourna dans ses bras pour lui faire face, levant la main pour toucher sa joue avec une tendresse infinie, et elle répondit « Cet homme est parti, Adrian, et à sa place se trouve le mari que j'ai toujours espéré, le père que nos enfants adorent, l'homme qui remplit notre maison d'amour et de rire. » Il l'embrassa alors, profondément, et avec la passion qui avait grandi entre eux au fil des ans. Et le manoir qui avait été autrefois une prison de silence était devenu un sanctuaire de joie, chaque pièce abritant des souvenirs de leur amour grandissant, chaque coin transformé par la douce présence d'Eleanor et la dévotion complète d'Adrian. Alors que la nuit tombait sur Thornfield et que la dernière lumière s'évanouissait du ciel, le manoir brillait de chaleur de l'intérieur, un phare d'espoir et de guérison, la preuve que même les cœurs les plus endommagés peuvent être réparés par la patience, la compréhension et le pouvoir transformateur de l'amour. Cher auditeur, alors que nous concluons l'histoire d'Adrian et d'Eleanor, arrêtons-nous un instant pour considérer la vérité profonde qui se trouve en son cœur. Car leur histoire n'est pas simplement un conte romantique, mais une méditation sur le pouvoir extraordinaire de la patience, de la douce persistance face à des murs apparemment insurmontables. Nous avons été témoins de la manière dont un homme qui semblait au-delà de toute rédemption, enfermé dans la prison de sa propre douleur et de sa trahison, a été ramené à la vie non par la force ou les exigences, mais par la constance tranquille d'une femme qui a refusé d'endurcir son propre cœur en réponse à sa froideur. Cela nous enseigne quelque chose de vital sur la capacité humaine de transformation. Même les âmes les plus endommagées peuvent être guéries si on leur donne du temps, de la tendresse et l'espace pour guérir à leur propre rythme. Le cadeau d'Eleanor à Adrian n'était pas sa musique, bien que ce fût la clé qui déverrouilla pour la première fois son cœur, ni sa beauté ou sa grâce, mais plutôt sa volonté de rester pleinement humaine face à son inhumanité, de maintenir sa bonté face à la cruauté, de chanter l'amour même entouré de silence, d'espérer même quand l'espoir semblait insensé. Ce faisant, elle a créé un espace où la guérison est devenue possible, où les murs qu'Adrian avait si soigneusement construits autour de son cœur ont pu, lentement, brique par brique, tomber. Cela nous rappelle que nous ne devons jamais juger trop durement ceux qui semblent froids, distants ou inaccessibles, car nous ne pouvons connaître les blessures qu'ils portent, les trahisons qui leur ont appris que la vulnérabilité est dangereuse, la douleur qui les a convaincus que la solitude est plus sûre que la connexion. Peut-être y a-t-il dans votre propre vie des personnes qui semblent aussi inaccessibles qu'Adrian l'était autrefois, des personnes dont les murs sont hauts et les défenses solides. Et bien que vous ne puissiez forcer leur transformation, vous pouvez choisir, comme l'a fait Eleanor, de rester doux dans votre persistance, d'offrir de la chaleur sans exiger qu'elle soit rendue, de voir l'âme blessée sous la glace et de croire en la possibilité du printemps même au plus profond de l'hiver. Rappelez-vous aussi que la transformation est rarement spectaculaire, qu'elle se produit non pas dans de grands gestes, mais dans des moments accumulés, dans une main lentement tendue, dans un mot soigneusement prononcé, dans une présence maintenue, même face à l'absence, et que la guérison suit son propre calendrier, refusant d'être précipitée, exigeant de la patience tant de la part du blessé que de ceux qui l'aiment. Alors que vous quittez cette histoire, puissiez-vous emporter avec vous la compréhension que l'amour est parfois une révolution silencieuse, que la rédemption est toujours possible, que les cœurs les plus froids peuvent être réchauffés, que le silence peut céder la place au chant, que l'hiver, toujours, finit par céder au printemps. Puissiez-vous trouver le courage d'être doux avec ceux qui semblent ne pas mériter la douceur, d'être patient
avec ceux qui mettent votre patience à l'épreuve, de croire en la transformation même, lorsque toutes les preuves suggèrent qu'elle est impossible. Puissent vos propres murs, quels qu'ils soient, tomber avec le temps, et puissiez-vous connaître la joie de donner et de recevoir le genre d'amour qui guérit, qui transforme, qui répare ce qui était brisé. Et puissiez-vous bien vous reposer cette nuit, cher auditeur, sachant qu'aucun cœur n'est trop endommagé pour être réparé, aucune âme trop perdue pour retrouver son chemin. Si vous avez trouvé un sens à cette histoire, partagez-la avec ceux qui pourraient avoir besoin de l'entendre, car nous connaissons tous quelqu'un qui construit des murs. Nous portons tous des blessures qui ont besoin de soins doux, et ensemble, à travers des histoires comme celle-ci, nous nous rappelons mutuellement que l'espoir perdure, que l'amour triomphe, que la patience l'emporte, et que chaque fin peut devenir un nouveau commencement si nous sommes assez courageux pour y croire. Que la paix vous trouve cette nuit, que vos rêves soient doux, et que vous vous réveillez demain avec une foi renouvelée dans le pouvoir transformateur de la persévérance, de la bonté et de l'amour, qui vous est apporté avec gratitude par Histoire du cœur, où chaque conte nous rappelle notre humanité partagée et notre capacité infinie de guérison.